Alors, le groupe de la France Insoumise va voter cette motion de rejet, mais pour les raisons exactement à l'opposé de celles présentées par notre collègue, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une cohérence dans la présentation qu'a faite notre collègue M. Larrivé, d'aller jusqu'au bout de la logique de l'état d'urgence. Et l'incohérence, elle est effectivement dans la majorité, dans le gouvernement, de vouloir remettre en cause de manière si grave l'état de droit en instituant des procédures qui sont de l'avis de toutes les organisations, y compris celles que nous avons rencontrées dans les auditions au sein de la commission des lois, la CNCDH, le syndicat de la magistrature, à peu près tous les syndicats de juristes, de magistrats. Aujourd'hui encore, Amnesty International et d'autres associations faisaient une conférence de presse pour expliquer, texte à l'appui, preuve à l'appui, pourquoi ce texte remettait si gravement en cause l'état de droit que nous sommes tous et toutes ici prêts à défendre, tout en prévenant effectivement la commission d'actes de terrorisme. L'urgence pour nous, justement, en matière de lutte véritable, efficace contre ces actes de terrorisme, réside dans la mise à part de la quinzaine de textes législatifs qui ont été votés depuis 1986, l'ouverture d'un véritable débat sur la réorganisation des services, l'augmentation des moyens entre la justice, le renseignement et la police. Au lieu de quoi, le gouvernement se lance dans une mesure qui précipite encore plus la tendance sécuritaire que le ministre lui-même a reconnu comme étant un risque de tomber dans ce que le journaliste a appelé un despotisme doux. Lutter efficacement contre les actes de terrorisme passe donc par plus d'état de droit et non pas moins. Il faut avoir le courage de dire effectivement, il n'existe pas de risque zéro contre le terrorisme, mais nous donner les moyens en les droits et les libertés démocratiques. C'est pour ça que nous voterons cette motion de rejet, pour que nous puissions avoir ce débat en Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vient de le rappeler mon collègue Bernalicis, non, nous ne sommes pas dans le déni. Justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans le déni que nous pensons que cette loi et l'article que nous allons discuter passent à côté de l'essentiel. Il passe à côté de l'essentiel et il remet en cause un certain nombre de libertés. Alors, si vous ne nous croyez pas, nous, chers collègues, écoutez au moins ce qu'en disent le Défenseur des droits, Amnesty International, la LDH, la CNCDH, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, le syndicat des policiers vigies, et la liste est longue. Ça aussi, c'est la réalité des débats que nous avons aujourd'hui. Toutes les organisations de défense des droits humains nous alertent depuis des mois sur le problème que pose cette loi. Dans cet article premier, nous avons y compris un vocable très enrobant qui cache derrière un problème grave de liberté publique puisque le flou est entretenu sur les fameuses zones, les périmètres qui peuvent être extensibles. On nous parle des événements sportifs ou culturels, mais ça pourrait très bien être aussi une bibliothèque ou la rue où on se balade. C'est un problème de droit démocratique. C'est aussi un problème de moyens, comme l'a dit notre collègue Bernalicis, puisqu'on nous évoque la possibilité que des agents de sécurité privés pourraient venir suppléer au manque de moyens de la police nationale. Et sans remettre en cause, y compris la moralité de ces agents, nous savons très bien que les conditions de formation ne sont pas les mêmes, justement parce que la police nationale est un service public et soumis à un certain nombre de règles. Donc on assiste là non seulement à un manque de moyens qui ne permet pas de mener une action de police efficace, mais à une privatisation de nos services publics. Ce premier article témoigne donc des problèmes graves que cette loi pose, qui passent à côté de l'essentiel, la prévention des actes terroristes, et remettent en cause des libertés fondamentales. C'est pour ça que nous voterons contre ce premier article, et nous vous appelons à faire de même. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement est un amendement de suppression de l'alinéa 7, puisque à travers cet alinéa, nous assistons à une privatisation d'un domaine régalien extrêmement structurant de la République. Et nous pensons que non seulement cela ne répond pas à la prévention des actes de terrorisme, mais que cela traduit plutôt en fait l'impuissance qui est la nôtre aujourd'hui à répondre aux besoins même des forces de police. Doter les agents de sécurité privés des mêmes prérogatives, ou presque, que ceux de la police nationale, c'est ne pas répondre
à la nécessité de sécurité, puisque ces agents de sécurité privée, par définition, n'ont pas la même formation, n'ont pas le même contenu déontologique et ne sont pas soumis aux mêmes règles que ceux celles de la police nationale. Plus généralement, ce à quoi nous assistons, c'est justement au désinvestissement de l'État d'un domaine où il devrait être le plus investi et la possibilité donnée à des structures privées d'assurer un certain nombre de ces fonctions. Cela ne répond, comme je le disais, pas à l'enjeu de prévention des actes de terrorisme et cela peut même être considéré, de notre point de vue, comme contraire à la Constitution, puisque par une décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011, je cite, est contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le fait de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits. Et plus généralement, je pense que ce que ce débat montre aujourd'hui, c'est que nous nous focalisons sur le bout de la chaîne. La question de la prévention des actes terroristes doit intervenir en amont, bien plus en amont que ça, par les moyens donnés à la justice, aux renseignements, aux forces de police pour faire en sorte que leur travail soit efficace et certainement pas comme ce à quoi nous avons assisté à l'entretien dans le public et dans la population de l'idée qu'il y aurait un sorte risque zéro de terrorisme. Je pense qu'il est possible aujourd'hui dans cette assemblée d'avoir un véritable débat sérieux, rationnel, plutôt que d'entretenir les émotions, mais de poser la question de nos moyens, véritablement, et certainement pas de s'en désinvestir par la privatisation des services publics. Je vous remercie, Madame Obono. Vous avez la parole. Une série d'arguments qui sont quelque peu contradictoires. D'une part, monsieur le rapporteur nous explique que ce qui existe déjà dans le droit commun permet de répondre aux besoins. Et d'autre part, monsieur le ministre nous reconnaît qu'il y a effectivement un problème de recrutement. Mais du coup, discutons de ce problème de recrutement. Et si notre collègue Fauvergue est surpris de savoir et d'entendre que nous défendons les services publics et le développement des services publics, il devrait relire notre programme et notre livret sur la sécurité, où il est très clair pour nous que la sécurité doit être assurée par des services publics qui sont soumis au code et à la déontologie, à la formation et à la justice, parce qu'ils sont encadrés effectivement par des moyens nécessaires. Et c'est pour ça qu'il faut une discussion globale et pas répondre au coup par coup. Il existait avant la mise en place de l'état d'urgence, des festivals, des organisations d'événements culturels, des manifestations dont la sécurité et la sûreté étaient assurées par des agents de sécurité publics et en partie privés. Mais la raison pour laquelle, si vous permettez que je finisse, la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui obligés de substituer à la police des agents de sécurité privés et de privatiser des services publics, c'est parce que vous étendez de manière disproportionnée et que vous êtes entraînés vous-même dans cette logique sécuritaire à déléguer des notions de services publics. Et c'est donc dans ces contradictions que vous vous retrouvez et que vous mettez y compris les services de police dans une situation d'épuisement qui sont justement contradictoires avec les missions et avec la prévention des actes terroristes. Et donc c'est de notre côté qu'est la raison et c'est de notre côté qu'est la véritable prévention. Alors,